Bonjour, bienvenue. Merci à chacun de vous d'être là de si bon matin à la Défense. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir une conférence sur la performance et le bien-être dans une entreprise en transformation avec un focus sur le rôle du manager. Donc je me présente, Jean-Michel Mépuy, je suis président d'une société de conseil, Ozoni Conseil, et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer un groupe de travail sur le bonheur au travail au sein du Collège des directeurs développement durable qui porte cette conférence. Cette conférence tient partie aussi d'un partenariat avec l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, et Révolutionatoire qui nous accueille aujourd'hui. Nous les remercions chaleureusement. Donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter en quelques mots un visuel qui montre les enjeux du bonheur au travail tel que c'est ressorti de nos réflexions au sein de notre groupe de travail au C3D. Donc, très rapidement, vous voyez qu'un certain nombre de composantes ici sur ce slide montrent quelles sont les composantes essentielles qu'on estime nécessaires au bonheur au travail, même si ce n'est pas toujours suffisant. Donc très vite, des composantes managériales en haut à droite et le fait de grandir des équipes, des composantes d'animation interne, faire en sorte de développer des communautés et encourager la coopération, des composantes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, avec des équilibres de temps de vie qui sont préservés et une amélioration de la vie au quotidien. Une notion de sens très importante pour donc le bien-être avec des valeurs partagées, incarnées par le management et les collaborateurs. L'innovation, qui est une composante forte du bien-être et de la valeur ajoutée des collaborateurs dans une entreprise qui est peu innovante, on s'y sent pas si bien. Et bien sûr, des composantes d'écoute, de mesure, des baromètres, de pilotage, sans lesquels une démarche bonheur au travail ne pourrait avoir lieu. Ceci n'est pas suffisant, mais ce sont quelques éléments et on va les approfondir avec les membres de notre panel, notre table ronde que j'invite à venir sur le plateau, si vous voulez bien, et je vais vous les présenter. Donc, par ordre alphabétique, Jean-Christophe Baralis, qui est cofondateur de l'Institut français de l'Appreciative Inquiry et administrateur de l'Association française et francophone de psychologie positive. Fabrice Bonifay, qui est directeur développement durable, qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues et qui est aussi président du C3D. Laurence Breton-Cuny, qui est directrice des ressources humaines au sein du groupe AFNOR et qui est aussi vice-présidente de l'ANDRH. Caroline Guillaumin, qui est directrice des ressources humaines et directrice de la communication au sein du groupe Société Générale. Et Mathieu Wendling, qui est coach interne-externe chez Chronoflex du groupe Innovo. Merci à chacun de vous d'être là aujourd'hui pour approfondir ce thème sur le bonheur au travail. Je vous rejoins et tout de suite, si vous voulez bien... Caroline qui doit nous quitter à 9h30 précise, donc je le dis tout de suite, ne vous fâchez pas si vous la voyez s'en aller tout à l'heure, elle a un impératif. Caroline, au sein du groupe Société Générale, il y a une longue démarche de la mise en œuvre du bien-être au travail. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, en fait, ça a commencé avec je dirais surtout un accord qui a été signé avec nos partenaires sociaux en 2015. Alors évidemment, c'est une démarche qui date d'avant 2015, mais je dirais qu'il a peut-être été un peu mieux structurée à ce moment-là. Et l'idée, effectivement, et le développement aussi de cette démarche est venu en même temps que le déploiement d'un leadership model renouvelé qui a été fait par mon prédécesseur également en 2015. Et l'idée était effectivement de repenser complètement à la fois la projection que nous avions du management. Donc ça, c'est je dirais le titre de cette table ronde, mais c'est effectivement pour moi un élément extrêmement important. Et l'idée, c'était à la fois dans une démarche un peu préventive d'éviter et de travailler sur tout ce qui était risques psychosociaux liés à la transformation que les banques, qu'une banque comme Société Générale, mais toutes les banques connaissent depuis des années. On vit certainement une des ruptures les plus majeures dans l'environnement bancaire, et c'est quelque chose qui évidemment a un impact fort sur l'ensemble de nos collaborateurs. Donc l'idée, c'était évidemment préventif de se dire comment j'évite
que cette transformation ait un impact extrêmement négatif, et dans une démarche beaucoup plus positive et liée à ce leadership model, c'était de dire finalement, est-ce qu'on n'en profite pas pour transformer totalement la façon dont on travaille à la Société Générale et le rôle des managers, évidemment, d'accompagnement dans cette démarche-là. Donc un leadership model mis en place pour accompagner la transformation. Laurence, chez vous, au niveau de l'AFNOR. Bonjour à tous. Alors, nous, l'AFNOR, l'avantage, vous savez qu'on baigne dans un monde normatif. Donc, moi, j'ai eu la chance, dès mon arrivée, d'être informée de travaux qui avaient lieu au Québec et pour la création d'une norme qui est sortie en 2008, qui s'appelle Promotion, prévention de la santé en entreprise. Et alors, pour ceux qui connaissent le Québec, ce qui est bien, c'est qu'ils ont à la fois ce côté humanisme et ce côté mesure. Et dans cette norme, finalement, c'est un système de management de la santé. J'ai eu la chance de pouvoir l'implémenter depuis 2010. On a toujours en tête, finalement, d'avoir à la fois de la performance sociale pour avoir de la performance économique dans un souci gagnant-gagnant. Puis je vous rappelle, quand on dit santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Et donc, dans cette démarche, le système de management, c'était assez simple. En fait, j'ai eu l'accord de mon directeur général. On a mis en place un comité, on a fait une collecte de données, on fait des plans d'action chaque année. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu par rapport au sujet d'aujourd'hui, on travaille sur 4 temps, 4 démarches à la fois. À la fois, on travaille sur les pratiques de management, les saines habitudes de vie, ce qu'on appelle l'hygiène de vie en France. On travaille sur l'environnement de travail, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et surtout, l'intérêt, c'est d'associer l'ensemble des instances représentatives du personnel, puisque le comité santé et mieux-être que j'anime depuis 2010 a des membres à la fois du CE, du CHSCT et puis également le médecin du travail. Voilà, donc c'est vraiment un système qui est mis en place avec, on va dire, un certain nombre de contraintes de mesures. Bon, certains sont dans le domaine de la qualité, donc des process qui permettent d'avoir un certain nombre d'actions et des actions mesurables. Et puis avec des baromètres sociaux, on fait tous des baromètres, mais c'est vrai que si on ne fait pas de collecte de données, ça ne marche pas. Donc voilà, on fait ça depuis 2010 et chaque année, j'ai l'occasion de présenter à la fois au CE et CHSCT, bon, bientôt ça va changer, bien sûr de nom, mais le bilan santé de l'année. Voilà, en associant l'ensemble du personnel, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Voilà. Donc une démarche engagée avec une gouvernance, un comité qui suit ça et le soutien du management qui vous accompagne. Merci Laurence. Fabrice, en tant que directeur développement durable chez Bouygues, comment on voit la démarche bonheur au travail et bien-être aujourd'hui établie? Alors la démarche, chez nous, on a mis en place il y a maintenant près de 15 ans un logiciel d'auto-évaluation qui s'appelle ABI, Auto-Évaluation et Benchmarking du groupe Bouygues, qui recense en fait toutes les meilleures pratiques mondiales de management pour améliorer l'ensemble des performances d'entreprise, mais en particulier la performance liée au bonheur au travail, au bien-être des salariés. Donc on passe un peu de temps dans mes équipes là, à recenser les meilleures pratiques, on les compile dans le logiciel, et ensuite, on invite les comités de direction des entités de tête du groupe à s'auto-évaluer par rapport à ces meilleures pratiques pour en déterminer des plans d'action. Donc se mesurer, c'est bien, mais se comparer, c'est encore mieux. Alors, parmi les actions qui ont découlé de ça, en 2011, on a fait une Learning Expedition sur les meilleurs sièges sociaux, les sièges sociaux les plus... ceux qui ont chanté leurs collaborateurs. Donc, on a fait un petit peu de tour du monde de ces sièges sociaux un peu extraordinaires. Et on en a déduit qu'il fallait qu'on change absolument notre organisation du travail dans les sièges sociaux. Et on a créé Nextdoor. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Nextdoor, il y en a un dans ce bâtiment. Hein, c'est un centre de coworking. Il y en a 7 maintenant. Et avec une organisation par typologie de tâches. Donc, vous connaissez tous la différence qu'il y a entre les open space classiques. Il y en a des milliers de mètres carrés ici à La Défense, et les organisations par typologie de tâches qui tiennent compte, en fait, qui prennent en compte la physiologie humaine, le nécessaire respect des rythmes physiologiques pour que les collaborateurs se sentent bien, que ceux qui ont envie d'aller dormir puissent dormir, différents types de tâches, le travail très concentré, le travail en équipe, le travail créatif. Et cette organisation par typologie de tâches, on en a fait un business, donc avec des centres de coworking. Et maintenant, chez Bouygues, il y a 2 entités importantes de Bouygues, donc Bouygues Immobilier et TF1, qui nextdoorisent et qui ont nextdoorisé leur siège social.
c'est-à-dire qui s'organisent également par typologie de tâches, donc qui abandonnent et qui ont abandonné les plateaux paysagers classiques open space pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Et ça marche. Ça marche tellement que, on en a fait un business qui marche très très bien. Il y en a 7 ouverts aujourd'hui, il y en aura 80 en 2020, des Nextdoor. Maintenant, on a même un co-actionnaire qui est Accor. Et petit à petit, on nextdoorise les chaises sociaux, c'est un néologisme du groupe, parce que les collaborateurs nous le demandent. Donc voilà ce qu'on fait, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Merci. Et aussi, on parlera peut-être un peu aussi d'autres entités que les sièges sociaux, bien sûr, puisque le groupe Bouygues est un très grand groupe. Mathieu, vous venez d'une entreprise, vous incarnez une entreprise dite libérée. Alors, c'est quoi le bonheur au travail dans une entreprise libérée ? Alors déjà, bonjour à tous. Avant de démarrer sur ça, ce que je vous propose, c'est de vous emmener, de faire un retour arrière rapide pour vous dire d'où on vient. En fait, Chronoflex, c'est une entreprise qu'on appelle aujourd'hui entreprise libérée. Son activité, c'est une innovation. On lance une innovation de service en fait dans l'ouest de la France en 95, et pendant près de 10 ans, on va connaître des années qui sont plaisantes où tout se passe bien et on grossit d'année en année, on double l'effectif quasiment tous les ans pendant 10 ans et on est rattrapé de plein fouet en 2009 par une crise économique qui sévit en Europe. Et malgré un certain nombre de tentatives, on va être obligé de se séparer d'un certain nombre d'équipiers de l'entreprise. Et ça, c'est un moment qui est compliqué à vivre pour l'ensemble des équipiers de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, le dirigeant va engager un chemin. On va faire un certain nombre de rencontres, 2 principales, Jean-François Zobrist, Isaac Getz. Et donc à partir de ce moment-là, on va avec le comité de direction commencer à cheminer. Et on va ne rien dire et on va s'enrichir d'un certain nombre d'expériences dans d'autres entreprises. En 2012, on officialise cette démarche auprès de l'ensemble des équipiers de l'entreprise et on bascule d'une entreprise X à une entreprise Y. Si vous connaissez MacGregor, je vous encourage à aller voir ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qu'on tente de faire à ce moment-là ? C'est de remettre la confiance au centre de l'organisation. Ce que l'on essaye de faire, ce que l'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de permettre à chaque équipier de se réaliser dans l'entreprise et de répondre aux besoins intrinsèques de ceux-ci. Le premier, c'est l'égalité et la possibilité de se réaliser. Le deuxième, c'est l'autodirection et donc de pouvoir décider soi-même de la meilleure décision pour servir le projet collectif. Et là, on va être guidé par 2 choses, la vision qui est co-construite chez nous par l'ensemble des équipiers. Et les règles du jeu sont les valeurs qu'on co-construit également durant ces années-là et quand on officialise effectivement ce saut en parachute. Si je devais traduire la confiance, j'aime traduire la confiance d'ailleurs chez nous de 5 façons différentes. La première, c'est d'être OK avec les notions d'intelligence collective et de subsidiarité. La deuxième chose, c'est passer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. Enfin, le volontariat prime chez nous, c'est-à-dire que celui qui souhaite s'investir peut s'investir. Et on ne demande pas à tout le monde de s'investir. Ensuite, il y a quelque chose qui est compliqué à comprendre chez nous, c'est d'instaurer le droit à l'erreur dans l'organisation également, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est évident aujourd'hui. On a beaucoup à apprendre de choses qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Et puis, le dernier élément, et je terminerai là-dessus, c'est l'information ne doit plus être un élément de pouvoir. Et donc, on va permettre à chacun des équipiers de l'entreprise de pouvoir avoir une visu pour leur permettre de prendre les meilleures décisions. Voilà. Merci. Rappelez-moi combien de personnes vous êtes chez Chronoflex ? Aujourd'hui, 350. 350. 350 aujourd'hui, 400 l'année prochaine, je pense, à peu près. Voilà. Okay, les équipes décident en ce moment de ce qu'ils vont investir l'année prochaine. Alors, ce qui sera intéressant, on y reviendra, c'est de voir comment votre modèle s'applique peut-être potentiellement à des plus grands groupes, mais on le verra dans le courant de notre discussion. Jean-Christophe, l'Appreciative Inquiry, qu'est-ce qu'elle nous dit sur le bonheur au travail ? Bonjour à tous. En fait, il n'y a pas que l'Appreciative Inquiry, il y a aussi la psychologie positive scientifique. En fait, pour illustrer mon propos, je vais prendre une métaphore. En fait, les organisations, vous venez de le dire, sont en transformation, en rupture, en changement. C'est comme une balade. Et en fait, quand vous vous baladez ou quand vous partez prendre les chemins pour aller mieux,
Ce que l'on dit, c'est que dans la psychologie positive et l'appréciative inquiry, c'est plus on est au courant et plus on partage la destination, c'est-à-dire plus on a une vision de vers quoi on veut aller, ça met en confiance. Et l'autre point, c'est pour partir faire une balade, ce qui est important, c'est de regarder nos forces, nos atouts, en quoi nous avons été le meilleur de nous-mêmes à un moment donné. Et l'étude de ce qui fait qu'un collectif fonctionne bien à un moment donné peut être utilisée pour partir en chemin, pour partir en balade. Et la psychologie positive et néanmoins l'appréciative inquiry, c'est ça. Ça a le mérite en fait de partager et de mettre ensemble un collectif, de l'amener à ce qu'il décrète ou qu'il décide de vers quoi il voudrait aller, donc ça donne du sens. Et puis de se dire que c'est jamais une rupture complète. Quand on part en voyage, on part avec nos forces. De faire en sorte qu'il partage sur des grands ensembles, ça peut être de 500 à plusieurs milliers de personnes, et qu'il fasse lui-même un diagnostic des forces, des atouts sur voilà, comment on a été engagé à un moment donné dans notre travail et qu'est-ce qu'on va réutiliser pour partir. Et l'autre point qu'on dit, c'est que le langage est important. Quand on utilise un langage qui est de l'ordre de la transformation ou du changement, ça génère un peu plus d'alerte ou d'alarme que aller vers une destination qui est plus poétique. Donc, si vous voulez, l'AI, l'appréciative inquiry et la psychologie positive sont un soutien psychologique, on va dire ça comme ça, pour permettre à un collectif de faire une balade. Et un des auteurs de l'appréciative inquiry disait, mais quand vous étiez enfant, quand vous partiez en voyage, qu'est-ce que l'on prend avec soi? C'est son doudou, c'est quelque chose de rassurant. Et les collectifs aujourd'hui, par rapport aux ruptures que vous évoquez, aux changements, aux transformations totales, un individu ou une équipe a besoin d'être rassuré, de partir avec ce qu'il connaît le mieux. Et ce qu'il connaît le mieux, c'est pas son problème, c'est ce qui a marché, c'est ce qui a fonctionné. Et c'est avec ça qu'il va pouvoir être fort et faire une grande balade. Voilà. Donc un dialogue, une ouverture, une écoute, une verbalisation, mais en s'appuyant sur ce que chacun peut apporter et contribuer. Merci. On reverra ça dans le détail par la suite. Donc, si vous voulez bien, on va maintenant s'intéresser au manager. Le manager, quelles sont vos attentions particulières vis-à-vis du manager? Et peut-être, donc, Jean-Christophe, si on fait un focus après ce que vous avez dit sur la psychologie positive ou la positive inquiry sur le manager, comment vous pouvez la transcrire? Je pense qu'ils ont déjà, il faut reconnaître qu'ils ont un point important, parce que s'ils doivent s'occuper du bonheur des salariés, c'est quand même, déjà, il faut s'occuper du sien, ce qui n'est pas évident. C'est assez complexe. Moi, je dis, et enfin, on dit du point de vue de la psychologie positive, il y a trois choses. Un manager ou un management qui est dans un mouvement d'instabilité, donc il faut qu'il accompagne le mouvement. Et je préfère dire mouvement que changement. Le mouvement, c'est quoi? Pour finalement, l'intention de tout le monde, c'est que les gens changent. Pour qu'ils changent, il faut les explorer, il faut les questionner. Plus on questionne un collectif, plus il apprend. Plus il apprend, plus il change. Ça, c'est le premier point. Le changement ne se décrète pas et les prescriptions de changement, c'est contre-productif. Donc, on explore. Inquiry en français, c'est-à-dire on explore, on pose des questions. Le deuxième point, c'est pour un manager, c'est qu'il rééquilibre ses interactions avec son collectif. On s'aperçoit que les interactions sont plutôt... Il y a trois types d'informations. Une information qui est plutôt négative, c'est-à-dire il faut améliorer, il faut progresser, qui sous-tend une faiblesse. Une information neutre, c'est-à-dire je vous informe de quelque chose. Et puis très peu d'informations qui a une connotation ou qui est perçue de manière positive. C'est-à-dire que vraiment qui fait bouger finalement son circuit de récompense, comme on dit, qui augmente la dopamine. Et donc veiller à rééquilibrer les interactions où l'information est plus positive. Il faut savoir par exemple que les études en psychologie positive disent qu'une information qui n'est pas perçue de manière positive est perçue de manière négative. Et la troisième point que je dirais très vite, c'est qu'en fait, il faut qu'il enclenche de la relation et de la relation. Voilà, pour faire court. Merci Jean-Christophe. Alors Mathieu, vous semblez incarner l'appréciative inquiry et la psychologie positive, mais qu'en est-il sur vos managers? Qu'est-ce que vous faites en particulier pour aider vos managers? Alors déjà, chez nous, on ne parle plus de manager. On parle de leader. Et si je devais utiliser une métaphore, la métaphore qu'on aime utiliser, c'est la métaphore du jardinier. En fait, on va accompagner ces leaders à basculer d'une notion où on a le pouvoir sur ces équipes à une notion où on est au service de ces équipes.
Oui, il y a beaucoup de. On parle de transformation culturelle. J'en reviendrai à la fin de cette table ronde, mais en fait, ce qui dit, enfin, comment on représente un manager globalement dans une entreprise classique. Je vais dissocier deux choses. On vient le voir pour qu'il puisse prendre les décisions ou nous dire comment faire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a une expertise. Nous, on va dissocier ces deux éléments-là. On garde son expertise et on va faire en sorte de l'accompagner pour lâcher un peu son ego, pour lui permettre de commencer à écouter et d'arrêter de parler, pour lui permettre de garantir que le terreau soit le plus fertile pour permettre à ses équipes de prendre des décisions de façon autonome. Et ça, c'est pas simple. Et ça, c'est pas simple parce que la culture qui est la nôtre aujourd'hui, c'est vraiment la culture de la performance individuelle. Et là, on passe d'une logique de culture individuelle à une logique de culture collective. Et donc, c'est tout le travail qu'on va accompagner auprès de nos managers. On va mettre en place des outils qui vont faciliter cette posture. On a fait rentrer chez nous l'intelligence collective, la facilitation. On va accompagner énormément nos leaders par l'accompagnement avec des coachs. En fait, on va mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour leur permettre effectivement de basculer de cette logique de performance individuelle à performance collective. Et si je vous parle de mon exemple, je terminerai sur ça. Moi, il y a un truc qui a changé ma vie. Cette transformation d'entreprise, elle a bouleversé ma vie. Je crois que j'ai tenté de transmettre à mes enfants au début une chose, je leur disais toujours, ce qui est important, c'est que tu réussisses dans la vie. C'est important que tu réussisses dans la vie. Le message que j'ai envie de leur faire passer aujourd'hui, c'est important que tu réussisses ta vie. Et ça fait toute la différence pour moi. Et bon, voilà. Merci Mathieu. Laurence, comment ça se décline pour vous, les managers, pour vos managers du groupe AFNOR et généralement au niveau de la NDRH? Alors, déjà, ce que dit Mathieu fait écho. On peut ne pas être une entreprise libérée et pour autant bien outillée. C'est vrai que... Moi, je dirais que tous les managers ne deviennent pas leaders, en tout cas dans le sens où on l'entend. Mais néanmoins, la première des choses, pour nous, comme DRH, c'est vraiment de choisir la bonne personne à la bonne place. Parce que souvent, dans les organisations, on a beau dire, il y a quand même un certain nombre de qualités qui ne s'apprennent pas, qu'on a en soi. Déjà, l'amour d'être avec des autres et dans une équipe. Cela étant, c'est de bien les outiller, de bien les former. Parce qu'un manager, et surtout les managers de proximité, ont des injonctions paradoxales. Avant, on les tenait pour les chiffres, et maintenant, on leur demande de prendre soin de leurs collaborateurs. Nous, au sein du groupe AFNOR, en fait, je vous parlais des collectes de données. Alors, les baromètres sociaux sont importants parce qu'on évalue finalement tous les 2-3 ans les pratiques de management et on a vu qu'en instaurant de nouveaux outils, eh bien, ça allait de mieux en mieux. Donc déjà, il n'y a pas de progrès sans mesure. La deuxième des choses, c'est, moi je leur fais des programmes et surtout je fais des ateliers et je fais venir des conférenciers de l'extérieur pour leur ouvrir l'esprit. On parlait, moi je suis en lien avec le Québec depuis une vingtaine d'années maintenant et donc je fais venir cette expertise parce que nous on a la chance, en tout cas nous qui sommes ici, d'avoir le temps de s'ouvrir aux autres, de rencontrer beaucoup de monde et ça nous ouvre l'esprit, ça nous fait avancer. Donc je fais venir du monde. Et c'est surtout j'ai des programmes. Si je regarde le programme de l'an dernier, c'était sur la transformation culturelle et donc on les a outillés aux outils de la conduite du changement. Que ce soit les outils PIS, on a fait venir, on les a pris tous ensemble. On a à peu près comme les légions romaines. Si je regarde dans mon groupe, on est plus de 1000, et donc ça fait à peu près un manager pour 10. On les a outillés pour qu'ils puissent écouter, parce que là, on va mettre en place la transformation numérique. Et si nos managers ne nous accompagnent pas, parce qu'il y a une vraie révolution pour eux, notamment, ça va changer les codes, ça va changer leur mode de management. Et puis, cette année, c'est un nouveau programme, parce qu'on a vu effectivement qu'avec tous ces baromètres sociaux, on a une charge de travail. Alors, il y a à la fois la quantité et la charge cognitive. Je pense qu'on est tous pareils, c'est-à-dire on a 36 000 projets en même temps. Et donc, il fallait qu'on leur apprenne à prendre soin d'eux et des autres. On avait fait vraiment, dès le départ, des formations au management de la santé. Et donc, ce management à la gestion de la charge de travail, c'était à la fois pour eux. Le COMEX, nous aussi, on a été formés. Bon, bien sûr, on n'a fait que 2 heures, les autres ont fait une journée. Mais on avait tout préparé avec le comité santé, on a préparé avec les managers. Et pour certains, c'était une
révélation. Ils en ont tellement demandé qu'ils vont continuer l'année prochaine. Et pour nous, c'est important. Et puis, accessoirement, s'il y a des DRH dans la salle, on a un ex au DUR. Donc, en plus, c'est important. Et ils en redemandent. En fait, on a besoin à la fois de managers exemplaires. Et ça veut dire que le COMEX doit être exemplaire également dans les modes. Je pense qu'on pourra en parler également dans les bonnes pratiques. Voilà un petit peu ce que nous faisons. Mais on investit. Ce sont vraiment des pivots au sein de l'entreprise. Donc on voit que développer la personne dans sa santé, sur tous ses aspects, et être apte à écouter, un peu, c'est aussi ce qu'on a dit précédemment. Peut-être, Fabrice, qu'est-ce que tu peux donner comme regard sur le manager chez vous? Le manager chez nous, on a un chiffre quand même qui est clair. On a près de 3500 chantiers chez Bouygues Construction et puis 100 000 chez Colas par an. Donc ça veut dire que les managers sur le terrain, ils doivent être extrêmement responsabilisés, car ils doivent décider de la plupart des décisions clés sur un chantier très rapidement. Et si on doit fonctionner comme dans d'autres entreprises plus classiques, en aller-retour avec la chaîne hiérarchique, on voit que ça ne fonctionne pas quand on est très décentralisé comme nous. Donc cette culture de la responsabilisation, c'est une culture qui est née avec Bouygues il y a 65 ans maintenant, et qu'on entretient, parce que c'est pas si évident que ça. La bureaucratie est un mal qui vient rapidement dans les entreprises, et il faut lutter contre tous les jours. Donc pour moi, un bon manager, et c'est ce qu'on essaye d'inculquer chez Bouygues, c'est quelqu'un qui fait rien en fait. Ben oui, c'est un facilitateur. Hein, je crois que Jobrice disait agir sans agir, qui n'est pas ne rien faire, mais faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. Donc le bon manager, c'est celui qui fait confiance, ça a été dit, à ses collaborateurs, c'est-à-dire celui qui n'est pas là en permanence en arbitre ou en demandant des comptes à ses collaborateurs, mais en étant vraiment un vrai facilitateur. Donc un conseiller, et surtout quelqu'un qui sait reconnaître les efforts et pas simplement les succès. Donc vous savez, les collaborateurs, ils mendient de la reconnaissance, on leur donne de l'information. Ils en ont rien à foutre de l'information. Ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance. Ils veulent des câlins, des bisous. Ils veulent qu'on célèbre les succès. Ils veulent qu'on les emmerde pas trop dès lors qu'ils ont compris pourquoi et pour qui. Mais ils veulent aussi un manager qui est là lorsqu'ils en ont besoin. C'est-à-dire, de temps en temps, effectivement, il peut y avoir... les collaborateurs peuvent avoir besoin d'aller confronter avec le manager les enjeux d'une tâche, d'un projet, parce que l'intelligence collective, elle se fait collectivement. Hein, donc on est quand même plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et donc le manager doit être là pour non pas arbitrer, mais réfléchir et mettre en réseau en fait l'intelligence collective pour prendre la bonne décision ensemble. Donc on voit bien que ce type de manager qui responsabilise les équipes, c'est pas franchement les managers qu'on connaît franchement autour de nous aujourd'hui. Hein. On est très loin de tout ça dans la plupart des boîtes. Et c'est pourtant c'est ce qu'il faut faire si on veut aller vers le thème de la conférence, le bien-être au travail. Donc, merci. Donc on voit l'importance de l'autonomie, la responsabilisation qu'on a déjà évoquée, qui semble être un point fort. Aussi le fait du soutien, d'accompagnement des collaborateurs en étant un leader et pas seulement un petit chef. Caroline, chez Société Générale, quelle attention particulière sur le manager dans une dynamique de transformation? Alors, en fait, avant de répondre à ta question, je voudrais juste revenir sur quelques petites choses qui ont été dites, et en particulier, moi j'ai un vrai problème avec la thématique du bonheur au travail. J'avoue que je suis pas du tout... je pense pas que mon rôle, ça soit d'amener le bonheur dans une entreprise. En fait, je pense que le bonheur, c'est une notion qui va beaucoup au-delà de ce que nous pouvons collectivement mettre en place dans un environnement de travail. En plus, je pense que c'est une notion qui est extrêmement personnelle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois les Chief Happiness Officers et toutes ces thématiques, j'avoue que je suis pas forcément à l'aise. Je pense que parler du bonheur au travail, ça nous fait passer à côté de la réalité des entreprises. La réalité des entreprises aujourd'hui, c'est un rythme de travail qui est extrêmement élevé et qui ne va pas aller en diminuant. On peut
peut rêver d'avoir effectivement beaucoup de temps pour réfléchir, pour co-construire. Oui, on y arrive à certains endroits, mais c'est très difficile dans des entreprises qui sont, encore une fois, dans un mouvement perpétuel. Je pense que notre responsabilité, et la responsabilité d'un manager, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois pour la Société Générale, c'est déjà de regarder la réalité de l'entreprise et de se poser la question de finalement, c'est quoi mettre en place le bon environnement pour que les gens se sentent bien, à l'aise, et se disent justement que, et je pense que les nouvelles générations vont totalement remettre en question cette histoire d'équilibre vie privée, vie pro, parce que finalement, c'est un tout. Je veux dire, il va plus y avoir cette espèce de séparation. Je pense que les gens seront plus sur des horaires tels qu'on les a imaginés, extrêmement cadrés. Et je pense que ce qui fait du bien, enfin ce que les gens attendent, c'est qu'on les responsabilise. C'est pour ça aussi que je pense que, oui, le manager a encore un job à jouer. Parce que dans une entreprise, on a besoin d'avoir des responsabilités claires et des gens qui prennent des décisions. Et dans une banque qui est extrêmement régulée, on ne peut pas se permettre d'avoir, effectivement, je dirais, pas forcément un élément sur lequel on peut dire, telle personne, après, on peut travailler en collectif, mais à un moment donné, on a besoin aussi de gens qui prennent des décisions, parce que sinon, on tombe effectivement dans de la bureaucratie, dans des systèmes dont on n'a plus envie. Je pense que notre job, il est de faire en sorte de travailler sur le management toxique, parce que c'est aussi une réalité des entreprises, et c'est partout. Donc il faut aussi en avoir conscience. Moi, je veux bien qu'on passe directement à la phase bonheur. Aujourd'hui, la plupart des collaborateurs, ils me demandent juste qu'on ait des managers qui les respectent, qui soient capables effectivement de les automatiser, de leur donner la délégation nécessaire pour prendre des décisions. Quand on est dans un groupe du CAC 40, la bureaucratie, ça fait partie du groupe. Je ne connais pas un groupe qui peut dire qu'aujourd'hui, il a tué la bureaucratie et la complexité qui régit ces boîtes depuis des années. On y travaille. Il y a un énorme effort. Toute la réorganisation qu'on a mis en place à l'ASG, c'est également pour autonomiser les entités business, pour faire en sorte qu'effectivement, on ait des centres beaucoup plus petits et des business qui soient beaucoup plus capables de prendre des décisions. Et je pense que le rôle du manager, c'est de rentrer là-dedans. C'est effectivement de faire en sorte que... Alors, j'aime mieux la notion de coach. Je pense qu'effectivement, notre job, il est d'accompagner, de prendre des décisions quand il faut, parce que je pense que ce qui tue aussi les organisations, c'est de passer des heures entières en réunion et à... je dirais, quelque part co-créer, mais dans une dynamique qui est quelque part un peu longue. Voilà, donc je pense que tout ça, ce sont des éléments qui doivent permettre de créer le manager de demain. Merci Caroline. Donc on voit aussi la notion de responsabilisation du manager, l'autonomisation du manager, la capacité à prendre des décisions comme étant des éléments importants pour la vie de l'entreprise, avec le challenge que peut-être ça ne conduit pas au bonheur, en tout cas que ce n'est pas l'ambition de l'entreprise. C'est un thème qu'on pourra revoir ensemble. On peut peut-être voir maintenant, si vous voulez bien, les freins que vous identifiez aujourd'hui dans vos organisations ou dans votre approche pour véritablement aider ce manager à accomplir ce que vous avez décrit maintenant. Peut-être, Laurence, si vous voulez bien, comment vous appréciez ce sujet chez vous ? Alors, les freins, on peut dire, par rapport au manager et par rapport à l'entreprise, c'est déjà ne pas faire ce que l'on dit. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Caroline, et c'est d'ailleurs ce que je dis depuis toujours, c'est que quand on s'intéresse à la santé et qualité de vie au travail, ça veut dire qu'on doit avoir des bons fondamentaux. Je ne connais pas un DRH qui peut s'engager s'il n'a pas des bons fondamentaux, c'est-à-dire s'il est impeccable sur l'administration du personnel, sur le développement des ressources humaines, c'est-à-dire que là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si on n'est pas bon pour le reste, c'est même pas la peine, quoi, parce que c'est comme si on mettait une carte sur un château de cartes qui allait tomber.
Donc ça, c'est la première des choses. Et les managers le savent, c'est-à-dire que, moi j'aimais bien quand Caroline parlait de manager toxique, mais c'est-à-dire que quel que soit manager ou pas manager, une personne qui n'a pas le comportement adéquat ne peut rester. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des petits arrangements entre amis, et ça se sait. Et c'est pour ça que d'ailleurs à la NDRH, on est assez solidaire. C'est important parce qu'on n'a pas toujours un rôle facile dans nos organisations, mais on est là. D'ailleurs, on dit le courage du DRH, et les managers le savent, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer, c'est-à-dire ils savent que s'ils n'ont pas le bon comportement, et ce que j'aime bien, la question du coach, nous aussi on accompagne beaucoup, parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des personnalités, je veux dire, il y en a beaucoup qui veulent devenir manager, et le jour où ils sont managers, ils se rendent compte de la difficulté de la tâche. Les personnes ne sont plus pas comme ils l'imaginaient, en tout cas quand on doit les manager. Donc il faut, et puis il faut également, dans les choses qui sont importantes, c'est la question aussi des partenaires sociaux, parce que c'est important pour les managers. Les partenaires sociaux, ça peut être un facilitateur comme l'inverse. Et donc voilà, quand on doit faire un rôle, mais c'est surtout créer des communautés. On en parle beaucoup de communautés de managers, et après ça dépend de la taille, ça dépend des métiers. C'est pour ça que nous, on est dans un réseau, de la NDRH, mais les managers aussi ont besoin d'être ensemble. Moi, j'avoue que ce qu'ils aiment, c'est les ateliers que je fais. Je suis la reine des plateaux repas, autant vous dire. Voilà, des réunions, d'un autre côté, c'est pendant midi. Vous me direz, c'est moins un avantage, mais de se retrouver, de rompre les silos, parce que dans toutes nos organisations, c'est vrai qu'on a parfois des silos, et pouvoir se parler dans des moments, exprimer ses besoins, ça, tout ça, c'est important. En tout cas, il faut prendre l'individu dans sa globalité et rappeler derrière le manager, c'est une femme ou un homme, et qu'on est là pour les épauler. C'est notre rôle. Donc, bien choisir ses managers, l'aider dans ses compétences et l'épauler autant que de besoin. Fabrice, les freins chez vous, dans votre grand groupe, pour mettre en œuvre ce bien-être, bonheur, aider vos managers. Les freins, il y en a beaucoup des freins. Parce que s'il n'y en avait pas, on ne serait pas là à en parler. Donc il y a l'ego, le problème de l'ego du management traditionnel. Je crois que c'est Laurence Vanet qui doit être peut-être par là, qui parle souvent d'ego-less. Le manager sans ego, c'est celui qui est le plus efficace, parce qu'en fait, il ne centre pas la réussite de l'entreprise sur lui-même, mais sur celle de son équipe. Donc oui, des freins, c'est un mode de management qui, dans les entreprises, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager, moi je dis. Voilà. En période de croissance, tout va bien. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, les managers oublient de venir. Lorsqu'on est en période de croissance, ça continue de bien aller. Il y en a même dans certaines, c'est quand ils ne viennent pas, ça va mieux d'ailleurs aussi. Donc, c'est en période de turbulence, et aujourd'hui on est vraiment rentré dans la turbulence, et je pense que cette turbulence, elle va rester longtemps, dans la mesure où, certes, la croissance semble être un peu revenue, l'activité reprend, mais les défis qui font face aux entreprises sont considérables aujourd'hui. Il va falloir que toutes les entreprises découplent leur activité par rapport à leur consommation de ressources. Ça ne s'est jamais fait depuis le début de l'ère industrielle. L'ultra-concurrence est rentrée dans tous les secteurs. La transformation numérique est en train de bouleverser l'ensemble des entreprises, et pas simplement les banques. Donc là, on va avoir besoin vraiment de l'intelligence de chacun des collaborateurs. Et quand on regarde les enquêtes qui ont été faites il y a quelques années de Gallup sur le taux d'engagement des collaborateurs, qui est extrêmement bas, de façon générale, c'est parce qu'en fait, on a un management qui est déresponsabilisant, qui est même infantilisant. Donc redonner le pouvoir aux collaborateurs, c'est un pouvoir encadré, c'est pas l'anarchie. Les entreprises libérées, c'est pas l'anarchie du tout. C'est savoir pourquoi on travaille, pour qui, avoir des valeurs limites, et laisser la liberté du comment aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'organiser pour produire de la valeur, avec des managers qui sont là pour aider sans contraindre. On n'y est pas. Il faut pas se raconter des carabistouilles. On n'y est pas encore dans la plupart des boîtes, y compris chez nous. Donc ça va nécessiter en fait de faire un très gros travail sur l'ego, de revoir les codes statutaires, de revoir la façon d'évaluer les managers, non pas forcément que sur les chiffres, mais sur le savoir-être, sur leur capacité à créer du lien, leur capacité à faire grandir le collaborateur. Si j'ai le temps, je vous raconterai une petite histoire tout à l'heure sur la façon de faire grandir les collaborateurs, histoire que vous puissiez la répéter partout.
Et puis, s'ils font ça, déjà, on aura fait un bon travail. Mais je pense que, vous savez, Al Gore disait, le management, c'est une énergie renouvelable. Hein. Il y en a beaucoup qui vont pas y arriver à faire ça. Hein. Mais il y a une nouvelle génération de managers qui vont arriver et je pense que ça ira un peu mieux. C'est le responsable du développement durable qui parle et c'est parfait. Caroline, quel frein tu vois au niveau de Société Générale, au niveau des managers pour implémenter cette responsabilisation que tu évoquais par exemple? Alors, beaucoup de choses ont été dites, hein, donc je ne vais pas faire de la redite, mais c'est vrai que c'est quand même chacun, c'est chaque personne, on est en train de parler d'humain, donc on a beau mettre en place des programmes de changement culturel, de changement managériaux, c'est compliqué parce que chaque individu, effectivement, a sa propre personnalité et pas toujours. Et je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser véritablement des outils d'évaluation. Moi, je vois, on a mis en place, hein, comme dans beaucoup d'entreprises depuis des années, des baromètres sociaux. Et c'est incroyable à quel point le fait d'avoir ce baromètre et d'avoir cette évaluation tous les ans et d'avoir les résultats qui sont visibles de tout le monde. Et donc, quelque part, on se benchmark. Hein, les gens regardent et ils se disent, mais finalement, dans ta direction, ça va pas. Alors, au démarrage, il y avait toujours une bonne excuse, hein, c'est la transfo. Alors, oui, mais nous, on est en transfo. À la fin, on a dit, écoutez, l'ensemble de l'entreprise est en transfo. Donc, on voit bien qu'il y a des différences entre des endroits où, effectivement, on a un management qui donne du feedback, qui est capable d'accompagner, qui est capable de coacher, qui est capable effectivement d'expliquer, de donner du sens. Je pense que c'est fondamental. Et puis des endroits où c'est pas le cas et où effectivement on est encore dans l'information comme un pouvoir, hein, puisque c'est aussi ça, c'est statutaire. Hein. J'ai l'info, je la garde, surtout je la donne pas. Et on a vu des vraies différences. Donc l'évaluation et la capacité à regarder ce qui se passe a été extrêmement important. Et puis de l'autre côté, c'est la capacité à récompenser, entre guillemets, le bon manager versus le mauvais ou le moins bon. Et en particulier, nous, on a mis en place maintenant au niveau du comité de direction une évaluation, en tout cas les variables, les rémunérations variables sont fondées non plus sur les résultats, mais sur 4 critères, dont la RSE, ça va te faire plaisir Jean-Michel, l'engagement des collaborateurs, donc il y a évidemment de la performance, et puis le NPS client. Donc en fait, c'est 40% de la rémunération variable qui est maintenant fondée sur ces critères au niveau du groupe. Donc je peux vous dire que quelque part, ça change, ça aide à changer un tout petit peu la façon dont les gens vont travailler effectivement cette dynamique collective dans leurs entités. Donc on donne une cible précise grâce à cette rémunération, donc avec des critères précis. Mathieu, le coach en vous, comment il raisonne et réagit sur ces freins du manager et ce qui a été dit précédemment peut-être? Alors, le principal frein que je vais pas redire tout ce qui a été dit, hein, avec plein de choses qui sont des réalités d'aujourd'hui. Le principal frein qu'on rencontre dans une organisation comme la nôtre, quand on engage cette transformation culturelle, c'est bien toutes les logiques qui en découlent. Et je vais vous prendre quelques exemples. En fait, mon fils est en école primaire. Qu'est-ce qui se passe quand il revient de l'école, il montre ses dictées et en fait, alors je remets pas en cause le système éducatif parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de, il y a plein de choses qui sont en train de naître, mais ce que je vois, c'est que toutes les fautes sont entourées en rouge. Ce que j'essaye de faire moi au quotidien, c'est déjà d'inverser cette tendance-là et de souligner en vert tout ce qui va bien plutôt que de mettre en rouge tout ce qui va mal. Si je vais un peu plus loin et que je détricote un peu plus loin, en fait, le système de notation qui permet effectivement à une minorité de pouvoir rentrer dans les grandes écoles, c'est toujours en lien avec le culte de cette performance individuelle. Et moi, il y a quelque chose qu'on partage beaucoup chez nous, c'est de dire seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on va s'accrocher à ça. Alors ça, c'est pas simple au quotidien, parce que ce que je vous explique là, c'est aussi comment on fait pour permettre de passer d'une posture du père PERE à une posture des pairs PAIRS. Et là, c'est toute la difficulté
que l'on a, parce que c'est un frein de tout ce qui nous a façonné, et ça commence effectivement très tôt aujourd'hui. Au-delà du système professionnel, c'est tout ce qui se passe avant. Voilà. Merci. Donc on voit que nos freins, c'est nos comportements habituels tels qu'on a peut-être pu les acquérir à l'école. Et Jean-Christophe, pour la synthèse sur ces freins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Un des principaux freins, c'est de médiatiser le fait que les gens ne sont pas engagés. Et je ne partage pas votre avis, en fait, Fabrice, sur le fait de dire que Gallup a fait un sondage et qu'effectivement, Isaac Getz le reprend en disant que 9% des personnes sont engagées. Je trouve que quand on a ce regard-là, eh bien, c'est un regard qui est plutôt déficitaire. Nous trouvons qu'il y a beaucoup plus de personnes engagées que ça. Deuxième frein, c'est d'utiliser le bonheur au travail pour la performance. Au sein de l'association de psychologie positive, ça nous gêne terriblement. Le bonheur au travail, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, c'est quelque chose de très personnel, d'individuel. C'est un concept sur lequel nous sommes attachés depuis la naissance pratiquement. On ne naît pas violent, on naît pour aspirer à une vie heureuse. Et ça, c'est un frein d'utiliser les deux. On peut, bien sûr, le bonheur précède le succès, mais je trouve que une expression que j'aime bien de mon ami Jacques Lecomte, c'est la vie bonne au travail. Et ça fait du bien. Pas besoin de bonheur, il suffit d'aimer les gens. Et Aristote disait, aimer, c'est se réjouir. On aime bien son boulot et on met du cœur à l'ouvrage. Voilà des expressions populaires dont il faut se ressaisir et d'éviter de faire de l'intelligence avec du bonheur au travail ou des passeurs au travail, de bonheur au travail. Le troisième frein, c'est le langage. On a un langage qui désengage. Quand vous parlez de transformation, de changement, de excellence opérationnelle, tout ce langage-là façonne une réalité. Vous imaginez pour quelqu'un comme nous qui, à un moment donné, voit apparaître sur les slides de la direction générale, on va transformer, on va changer, on va réorganiser. Et en fait, c'est un langage anxiogène. Je trouve que plus le langage s'appauvrit, plus la créativité se restreint. Et quand la créativité se restreint, parce qu'on sait très bien que langage et pensée sont intimement liés, si ma pensée se réduit au travail, si je me pense en moins au travail, j'agis en moins. Les deux sont liés. Il suffit de faire des études en sciences cognitives où les neurosciences nous le disent. Et c'est pas plus compliqué que ça, que de dire voilà, la vie est un ensemble de difficultés, mais c'est la vie, et on va œuvrer pour quelque chose qui fait sens. Et on fait des sessions de travail avec des dirigeants pour qu'ils réapprennent le langage. On parle de langage poétique, n'en ayons pas peur. Le langage poétique, c'est un langage qui est désirable, attractif, ambitieux, mais qui prend aussi la réalité d'une difficulté. Et donc ça, c'est un frein qui me paraît important. On en a fait du jus d'intelligence, et les consultants sont aussi fourvoyeurs de ce type d'anxiété. J'ai même vu un consultant qui accompagne les mutations. C'est-à-dire à quand la mutation génétique ou le transhumanisme ? En fait, quand on est passé de DOS à Windows il y a 20 ans, c'était un changement, mais on ne l'a pas appelé comme ça. Je me souviens, on avait des terminaux passifs, c'était du DOS. On est passé à Windows, qui était un ensemble de fenêtres multitâches. Aujourd'hui, on appellerait ça transformation. Mais en fait, non, c'est une adaptation, une évolution, une innovation et une transition. Et je trouve que rendre compliqué le langage, nous amène à être contre-productif dans les organisations. Voilà, je trouve que si on lève ces freins-là, on aspire à être heureux au travail sans faire du bonheur au travail. Donc soyons attentifs aux mots que nous utilisons et qu'ils soient porteurs de sens et de dimension positive et pas être anxiogène. Et si vous voulez bien, on va clore cette table ronde avec donc votre regard sur les propositions que vous pourriez faire, laisser à chacun de nous ici sur donc les bonnes pratiques en termes de mise en œuvre du bien-être, bonheur au travail. En tout cas s'assurer que nos managers puissent faire face à l'évolution et aux enjeux qui sont les siens. Et donc peut-être Mathieu, si vous voulez bien introduire. Alors moi, je me garderais bien de donner des conseils. Et ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est peut-être de vous dire ce qu'on ferait différemment si on devait réengager cette transformation-là chez nous. Il n'y a pas énormément de choses. La première chose, c'est prendre du temps, parce que le temps, ça va être important, et qu'il ne faut pas chercher
à vouloir essayer de changer les autres. Richard Terlings de chez Harley Davidson disait c'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et ça, c'est cette notion de temps, elle est nécessaire. Et pour autant, je travaille chez Chrono, Flex, tout va super vite. Et je me bats tous les jours pour nous permettre de prendre du temps. Et quand je dis prendre du temps, c'est du temps aussi pour aller plus vite. Prendre du temps, c'est aussi savoir comment aller un peu plus vite. La deuxième chose, et là je vais revenir sur le rôle des leaders chez nous ou des team leaders, c'est l'accompagnement. Je crois que si on devait recommencer ça, on les accompagnerait encore bien avant. Faire rentrer plein d'outils qui vont leur permettre de communiquer avec leurs équipes de façon différente. La facilitation, l'intelligence collective, l'AI, enfin, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour permettre effectivement de travailler différemment. Et moi, je parle pas toujours de bonheur, mais je dis, chez nous, on essaye de faire en sorte que les gens soient un peu moins malheureux qu'autre part. Et j'ai pas, en tout cas, notre ambition, elle n'est pas de dire on va faire en sorte que tout le monde soit heureux. Ça, c'est effectivement le bien-être, c'est quelque chose qui nous est propre. À partir du moment où on est bien dans sa peau, bien dans son job, de toute façon, ça rayonne au-delà de sa sphère professionnelle et ça a un impact important sur tout ce qui nous entoure. Et je parle pas que de performance. Voilà. Merci. Donc des conseils sur prendre le temps et écouter, donner des outils pour les collaborateurs, ce qui est très important. Caroline, qu'est-ce qu'on peut évoquer au niveau de Société Générale et est-ce que vous avez des projets actuellement pour aller encore plus loin dans ces démarches ? Oui, on en a tous. Il faut effectivement qu'on avance plus rapidement parce que clairement, on vit une période qui est à la fois extrêmement excitante. Et moi, je reviens sur le sujet de l'engagement. D'abord, je pense qu'on a dans les entreprises françaises des gens extrêmement engagés. On a un taux d'engagement qui est absolument incroyable dans les entreprises. C'est formidable. Et ça, c'est un levier pour effectivement réussir finalement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de faire de nos entreprises de belles boîtes. Et puis moi j'aime bien la notion de plaisir en fait, plus que la notion de bonheur. Moi finalement ce que je me dis c'est que parce que j'ai vécu des périodes où je prenais aucun plaisir à arriver le matin et je connais des gens qui en plus arrivent le matin la peur au ventre parce que effectivement l'environnement n'est pas le bon. Et moi, ce que je pense, c'est que ça fait partie des plaisirs de la vie d'avoir un travail. On a des gens qui en ont pas et on sait à quel point c'est quelque chose d'extrêmement dur. Donc, ce que j'espère, en tout cas à l'ASG, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer des environnements qui permettent finalement aux gens. On a créé les Dunes, qui est une vitrine absolument exceptionnelle de nouvelles méthodes de travail. Et le télétravail fait partie également de ces nouvelles méthodes de travail. En tout cas, tout ce qui peut amener du plaisir. Et puis, un dernier mot, c'est que souvent, l'analogie que je fais pour les managers, c'est de leur dire, en particulier sur leur façon de se comporter avec les autres, c'est mettez-vous à la place de vos enfants et demandez-vous si vous avez envie que vos enfants vivent cette vie-là demain dans les entreprises. Et je pense que c'est à partir du moment où finalement vous le remettez aussi dans un environnement un peu plus émotionnel, vous arrivez à faire un tout petit peu bouger les choses. Merci Caroline. Donc on voit l'importance donc de l'engagement et d'accompagner l'engagement des collaborateurs et chercher un environnement apte à trouver du plaisir, à défaut de bien-être, en tout cas éviter les sources de stress et désagréments. Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous laisser comme takeaways, comme bonne suggestion ? Bon, la performance vient des collaborateurs, c'est mon credo, je partage ça avec pas mal de managers. Tout le reste, c'est du pipeau, ça vient des collaborateurs. Et pour qu'ils puissent s'exprimer, il faut pouvoir leur laisser le pouvoir d'agir, on l'a dit, mais leur donner les outils pour ça, des méthodes. Donc on n'a pas du tout parlé de méthodes d'amélioration continue là jusqu'à présent, mais finalement une entreprise, c'est en permanence résoudre des problèmes qui viennent de l'environnement complexe dans lequel on évolue.
Donc les entreprises qui seront les plus pérennes seront celles qui auront le plus de capacité à résoudre plus vite que les autres les problèmes auxquels elles doivent faire face. Avant, c'était les plus grosses entreprises qui mangeaient les plus petites. Maintenant, c'est les entreprises les plus rapides qui vont manger les plus lentes. Donc la vitesse est un facteur. Et pour que ça aille vite, il faut que les collaborateurs soient mis en pouvoir de régler les problèmes là où on les rencontre, c'est-à-dire sur le terrain. Donc les outils de résolution de problèmes qui n'ont pas été inventés par les Français, hein, mais qui existent depuis des décennies, sont structurellement sous-utilisés dans les entreprises aujourd'hui, particulièrement dans nos contrées à nous. Donc il faut pouvoir organiser les formations qui vont bien, et la FNOR par exemple, à ces outils, pour que les collaborateurs eux-mêmes les utilisent lorsqu'ils rencontrent des problèmes et qu'ils soient mis en situation à la fois d'utiliser ces outils, mais de prendre les bonnes décisions pour ensuite mettre en place les actions correctives qui vont faire que les choses vont aller mieux. Et ce qui me paraît aussi important, c'est qu'on parle des managers. Les managers comprennent que leur premier rôle, c'est de faire grandir leurs collaborateurs. Et je vais vous raconter mon histoire de cornac. Hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un cornac. C'est un éleveur d'éléphants. Et les petits éléphants, quand ils sont sevrés et qu'ils quittent, donc quand on veut élever l'éléphant pour qu'il devienne un support à la production, c'est ce petit éléphant, on l'attache à un arbre. Et on éloigne la mère, on l'attache à un arbre avec une ficelle, enfin une corde même. Hein, et pendant plusieurs jours, il essaye de rejoindre sa mère. Puis la mère s'éloigne, bien sûr, et il ne la rejoint pas. Et puis commence ensuite le travail de dressage. Donc le cornac dresse ce petit éléphant pour qu'il puisse s'en servir ensuite comme outil de production. Et lorsque l'éléphant devient un adulte, un très gros éléphant, et que le cornac a besoin d'immobiliser son éléphant, eh bien, il met juste une petite ficelle autour de la patte de l'éléphant, avec un piquet de camping, et l'éléphant ne s'en va pas, parce que dès qu'il ressent une résistance, il se rappelle quand il était petit, il n'avait pas pu rejoindre sa mère. Et en fait, dans les boîtes, il y a tout un tas de collaborateurs qui sont capables de faire beaucoup plus que ce qu'ils ne font aujourd'hui, mais qui, à force qu'on ne les mette pas en situation de le faire, finissent par croire qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et ça, c'est un vrai drame. Donc, ce que Einstein disait, voilà, si on demande à tout le monde de passer le même examen, hein, donc par exemple, essayer de monter un arbre lorsqu'on est un poisson, un singe ou un éléphant, c'est sûr qu'il y en a qui, toute leur vie, vont penser qu'ils ne sont pas capables de le faire, hein, notamment le poisson. Hein. Donc, le rôle du collaborateur, le rôle du manager, c'est d'arriver à sublimer ça et rendre... Je ne sais pas si ça rend heureux, mais lorsque les collaborateurs arrivent à résoudre collectivement des problèmes, lorsqu'ils arrivent à mettre en place les solutions, lorsqu'ils sont reconnus, lorsqu'on leur dit que les choses vont bien, et je pense que ce que disait Mathieu est complètement vrai, ça améliore quand même nettement l'ambiance de travail et le plaisir de venir travailler. Alors plaisir, bonheur, bien-être, on peut philosopher des jours là-dessus. Une chose est sûre, c'est que moi je crois à ces enquêtes qui ont lieu, qui sont des enquêtes qui sont bien faites, qui ont des panels importants. Il ne faut pas, sous prétexte que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on souhaite, refuser l'évidence. C'est comme un peu les élections. Hein. Donc il faut accepter cela et travailler pour que ça change. Merci. Donc on voit l'importance de responsabiliser, autonomiser, qui est un facteur vital dans un contexte de haute concurrence. La formation, vous l'avez déjà dit, mais tu réinsistes dessus, donc l'accompagnement des collaborateurs avec des outils qui les aident, et puis couper ce lien, cette petite corde qu'on s'est construit et qui nous attache au poteau. Laurence, pour vous, qu'est-ce que vous recommandez ? Alors, dans l'accompagnement positif, moi, on a dit beaucoup de choses, on a parlé de la mesure. Moi, je rappellerai, parce que je suis DRH, d'une part, je m'occupe du pilier bien-être, hein, de la charte RSE. Et quand on regarde tout ce que nous mettons comme environnement, c'est-à-dire associer le manager, notamment sur le travail sur les compétences de demain. Vous savez, on a une super norme qui s'appelle Workforce Planning, c'est-à-dire que il faut travailler sur les compétences de demain, celles qui vont être obsolètes, et puis ça va aller de plus en plus vite, et puis c'est pas que les compétences des salariés, c'est en dehors, vous savez, l'entreprise, ça va être l'entreprise étendue, et puis surtout mettre un environnement qui les aide. Vous savez qu'on doit tous avoir fini notre charte du droit de la déconnexion. En fonction de ce que l'on va mettre, on va avoir nos managers qui vont être quand même les bénéficiaires, parce qu'aujourd'hui, en fait, le manager se connecte assez souvent. Et puis, il y a aussi une réalité sur laquelle on doit l'accompagner, parce que maintenant, il y a un allongement de la durée d'activité. Alors, un petit chiffre, hein. La durée d'activité, c'est vrai que les personnes partent en ce moment à 63, hein. Demain, ça va être 65.
voilà, la réalité fait que, à mon avis, on ira comme l'Allemagne à 67. On est face à des défis parce que la durée de vie, l'espérance de vie en bonne santé, c'est en moyenne 63 ans, même si nous, les femmes, c'est un peu plus que les hommes. Bon, on doit aider les managers qui sont face à des difficultés. D'ailleurs, quand on regarde les travaux qu'on mène ces dernières années avec l'ANDRH sur les aidants, on a fait une charte avec l'INCA sur cancer et emploi. En fait, il faut accompagner le manager pour qu'il puisse se consacrer vraiment à son activité en étant présent autour de lui. Parce que la vraie réalité, c'est souvent que le manager assume tout. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle une formation à détection des signaux faibles, parce que ni moi ni eux, même si moi j'ai médecin, assistante sociale, infirmière, je suis pas en capacité. Et donc quand il y a une problématique, on leur demande effectivement, plutôt qu'essayer d'assumer tout seul, eh bien de nous dire, et on met en place tout un système autour. Et c'est ça aussi pour permettre aux managers de faire grandir, c'est qu'on soit à ses côtés à chacune des difficultés. Ça lui permet d'être plus performant, de se consacrer et d'avoir ce qu'on appelle un soutien social, parce que dans tous ces baromètres, on a les pratiques du management. Et je suis d'accord, plus on mesure, plus ça permet de s'améliorer. Moi, j'adore le benchmark, puisque chacun s'améliore. Mais le soutien social, ce ne sont pas que les collaborateurs entre eux, c'est les managers entre eux, et c'est nous, direction, surtout des ressources humaines, parce que c'est notre rôle, l'humain, d'accompagner et de soutenir les managers dans leur travail. Voilà. Donc accompagner et soutenir nos collaborateurs, veiller à être attentif aux signaux faibles qui pourraient être de nature à identifier des sources de stress, de mal-être, et puis de les aider à se construire dans des compétences de demain en les accompagnant. Jean-Christophe, pour conclure et avant de donner la parole à la salle pour des questions, qu'est-ce que vous évoqueriez, vous, comme point à garder en tête pour nos managers? Pour les managers, je crois que s'ils dépassent le cadre de ce qu'ils font et que manager, c'est contribuer, avoir une contribution sociale, une contribution sociétale, et qu'ils œuvrent dans une entreprise qui le montre, moi je crois que ça c'est l'enjeu de demain, c'est-à-dire inverser les 3 P. Le P du profit est au centre aujourd'hui. Vous avez le P du people et le P de la planète. Cette semaine, Le Monde a sorti un encart en disant bientôt il est trop tard, avec une étude de 15 000 scientifiques qui disent maintenant il faut qu'on ait une éthique et une responsabilité vis-à-vis de la planète. Et en psychologie positive, aujourd'hui, nous travaillons sur le fait que l'entreprise a une contribution pour justement contribuer à la préservation de notre espèce et de la planète. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et peut-être d'inverser le P, c'est-à-dire qu'au centre, ça devient la planète, on garde le people au milieu et le profit n'est plus une fin mais un moyen. Mais il y a beaucoup de travail. Au sein de l'IFAI, on a une étude mondiale avec l'Université de Cleveland qui s'appelle Business as an Agent of World Benefit. C'est-à-dire qu'on fait des enquêtes, et en France, on a à peu près une 30aine d'entreprises qui ont été étudiées pour mettre à niveau et mettre en évidence que l'entreprise n'est plus un lieu pour faire du profit et nourrir les actionnaires, mais qu'elle a un impact social et sociétal. Et je crois que pour un manager et pour les collaborateurs, quand ils savent à quoi ils contribuent, quand ils font leur travail, c'est donner du sens. Quand on dit dans les entreprises, oui, il faut donner du sens, mais le sens ne se donne pas, il se trouve. Et trouver du sens, c'est aussi, et ça je crois qu'il y a une des responsabilités des gouvernances d'entreprise, c'est d'aider les gens à ce qu'ils trouvent du sens, au-delà d'être performant pour la performance elle-même. Je ne connais pas l'entreprise aujourd'hui qui est d'engagement accru quand il s'agit uniquement d'augmenter le profit. Un salarié ou un opérateur chez Michelin, si on lui demande d'être heureux au travail pour qu'à un moment donné, il nourrisse les actionnaires Michelin, il n'en a rien à faire de ça. Mais par contre, s'il œuvre pour que la roue qu'il construit permette à ce que quelqu'un ait une bonne tenue de route et voyage tranquillement et emmène sa famille de manière confortable, là, il crée du sens. Et c'est ça l'enjeu, je crois, pour demain, vis-à-vis, en tous les cas, de la psychologie positive scientifique. C'est merveilleux, ça résonne, comme on dit, à mes oreilles de responsable RSE. Et effectivement, donc donner du sens, et en particulier sur la planète, le rôle sociétal de l'entreprise, et peut-être mettre un petit peu moins en avant la dimension de profit qui est nécessaire pour, bien sûr, qu'une entreprise soit viable, mais peut-être pas être le premier objectif. Merci beaucoup de ce que vous nous avez donné et apporté. Merci de ces échanges. Donc, je crois qu'on peut applaudir nos orateurs aujourd'hui. Voilà. Merci Caroline.
Et on a un peu de temps pour répondre à des questions. Donc, si vous voulez bien, il y a peut-être des micros qui existent quelque part. On en a ici. Donc, quelqu'un a des questions ou un commentaire à faire à l'un d'entre nous? Oui, je vois une main qui se lève, deux mains. Est-ce que... Peu importe, voilà, un micro arrive. Merci. Bonjour. Donc moi j'avais deux questions. Moi j'ai la chance de travailler avec un expert en neurosciences qui s'appelle Jacques Fradin et qui m'a montré à quel point on avait fait de très grands progrès sur la compréhension du cerveau et la façon dont les gens réagissent par rapport aux informations, à la culture, ainsi de suite, à leur éducation. Aujourd'hui il y a tout un tas d'applications aussi bien de ces neurosciences pour identifier, gérer les managers toxiques. Je pense qu'on n'a pas forcément... on en a un petit peu parlé, mais ils font beaucoup, beaucoup de mal. Alors, par rapport à ta vision du Cornac, Fabrice, ça s'appelle la soumission apprise en psychanalyse. Hein. Et c'est une posture qu'on rencontre beaucoup, beaucoup dans les entreprises. Hein. Je ne vais pas aller plus loin, parce que de toute façon, je vais me faire taper dessus. Donc, pourquoi... voilà. Donc, la question, c'est est-ce que ce genre de dimension ou d'apport vous les utilisez dans vos politiques de ressources humaines. Et l'autre chose, pour faire le lien avec le business, et l'accompagnement, j'aime bien l'idée de mouvement qui a été présentée sur ces changements de modèle économique qu'on est en train de vivre. Moi, je trouve qu'il y a un des liens, un des leviers qui est extrêmement intéressant, c'est l'intrapreneuriat. C'est-à-dire permettre aussi aux collaborateurs d'accompagner l'entreprise. On va se mettre dans l'autre sens. C'est le collaborateur qui, par son intelligence, collective souvent, va repenser la façon de transformer et de faire évoluer l'entreprise. Et donc je voulais aussi avoir des retours par rapport à ça. Donc sur les neurosciences, qui souhaite répondre Sur les neurosciences je connais bien Fradin et puis Morkens. En fait, les neurosciences nous aident parce qu'elles ont compris, moi j'appelle ça les hormones de vie, c'est-à-dire que pour que vous ayez envie de bouger, il faut un peu de dopamine parce que ça va nourrir votre motivation. Quand vous avez du plaisir, la sérotonine augmente, donc l'humeur augmente. Et puis, quand on est ensemble, l'ocytocine se met en mouvement. Et en fait, plus on accompagne avec du sens, qu'on aime les gens, simplement, qu'on les apprécie, plus ces petites hormones, elles sont en place. Elles empêchent le cortisol, qui est l'hormone du stress, de maintenir en alerte. J'ai appelé ça, par exemple, dans une des conférences que j'ai données, le langage de l'alarme. Le langage de l'alarme, c'est le langage que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un langage qui fait peur. Aujourd'hui, je parle de langage de la récompense, c'est-à-dire le langage qui alimente le circuit de la récompense, qui est celui qui nous donne du plaisir, nous aide à être amoureux et nous aide à apprécier la vie avec du plaisir. Donc les neurosciences, on peut facilement, dans une interaction, dans un échange avec quelqu'un, faire en sorte qu'il accède ou que ces hormones se mettent en place. Les neurosciences nous disent ça aujourd'hui avec les neurones miroirs, c'est-à-dire que le circuit de la récompense s'alimente ou se met en mouvement quand je vois quelqu'un se réjouir. Donc c'est vrai que, et merci de l'introduire, parce que je ne dis pas qu'il faut manager avec les neurosciences, on ne va pas découper nos cerveaux pour comprendre ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on a un cerveau qui peut être complètement crétin dans certains cas, avec les biais cognitifs, mais qui peut être un formidable allié et dont je crois que le management devrait se saisir de connaissances sur ce sujet. Merci. Et moi, j'encourage chacun à regarder ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet Bollen, qui est l'inverse. Vraiment, il y a des études très intéressantes que vous pouvez trouver sur Internet, mais on va pas en parler là, ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, c'est en quoi notre regard peut avoir vraiment un réel impact sur les autres. Et ça, si on reparle effectivement des managers, ça c'est quelque chose qui est important dans le rôle de chacun demain, en tout cas. Et sur l'intrapreneuriat, qui peut faire un commentaire? Oui, il vient de lancer un programme d'intrapreneuriat, mais c'est très récent, donc c'est difficile de tirer un bilan de ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est aperçu depuis maintenant quelques mois, quelques années, chez Bouygues, que les collaborateurs ont plein d'idées, mais vraiment plein d'idées. C'est même étonnant de voir à quel point ils peuvent être créatifs, mais l'entreprise n'est pas toujours le meilleur cocon pour pouvoir faire émerger ces idées, parce qu'en fait,
on a tellement cette culture de la version risque, pas de risque. Il y a tellement de fonctions support qui sont là pour dire attendez, oh là là, ça c'est pas possible, la réglementation, etc., etc. Et donc ça tue l'amour, hein, tout ça, toutes ces dispositions internes et cette bureaucratie. Et de fait, les collaborateurs qui ont des idées, qui voudraient bien les mettre en place, mais qui sont, vous savez, dans une espèce de couloir. Finalement, les entreprises les collaborateurs qui prennent des risques, ils les prennent souvent à la sortie de l'école parce qu'ils n'ont rien à perdre, ou à la fin de leur carrière, lorsqu'ils ont déjà payé leur maison, élevé leurs enfants, etc. Et puis au milieu, lorsqu'ils ont des idées, tout quitter pour aller monter sa boîte, repartir comme une start-up à 35-40 ans, oulala. Il y en a qui ne causent pas. Alors nous, on a décidé chez Bouygues de dire, écoutez, vous allez pouvoir créer une activité connexe à celle de Bouygues. Alors sûr, s'ils veulent faire un camion pizza, ils démissionnent, là, c'est sûr. Mais s'ils veulent travailler dans un milieu qui est proche de ce que nous on fait, de nos métiers, de nos missions, eh bien, on va leur laisser la possibilité d'avoir les moyens et le temps pour monter leur projet, tout en gardant le parachute de l'entreprise, le temps qu'il faut jusqu'à temps de ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Donc on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, le droit à l'erreur, qui est quand même assez nouveau dans les boîtes. Il faut reconnaître qu'on est dans une culture, particulièrement en France, où le droit à l'erreur, là, c'est quand même encore quelque chose de... On n'est pas du tout comme les anglo-saxons sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, on vient de lancer ça chez Bouygues. On a quelques exemples réussis. D'ailleurs, il y a Philippe Morel dans la salle ici, et c'est un exemple réussi de chef d'entreprise qui est issu de l'entreprise et qui est maintenant le patron de Nextdoor. Mais moi, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que la direction générale a accepté qu'on lance ce programme d'entrepreneuriat avec une charte. Et on espère qu'il y a plein de petits Nextdoor qui vont arriver partout dans le groupe Bouygues, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à se réinventer et à faire du business autrement, pour prendre en compte cette évolution des modèles économiques. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même absolument clé. C'est que c'est faux de croire que le business, le succès futur sera une continuité linéaire du passé. C'est pas vrai. Donc il va falloir qu'on revoie le logiciel. Merci. Laurence, vous complétez ? Oui, juste un point. Quand on parle de neurosciences, pour moi, je dirais c'est du bon sens. Comment peut-on effectivement manager des personnes sans connaître les façons dont on fonctionne ? Puis je rappellerai quand même un défi pour nous. Émile Elia nous le rappelle. L'élément de différenciation entre nos entreprises demain, ce sera le capital humain. Ça s'achète pas. La motivation, l'engagement. Donc c'est tout un environnement qu'on doit mettre en place. Parce que les fonds, on peut toujours les trouver. Et on le voit bien, parce qu'on ne l'a pas dit, pourquoi on fait tous ces programmes de transformation, d'accompagnement du changement, parce que vous pouvez mettre en place le RP qui coûte le plus cher possible, mais si les femmes et les hommes ne s'y mettent pas, l'utiliser, ne le prennent pas dans le quotidien, votre investissement ne vaudra rien. Donc c'est vraiment investir sur les femmes et les hommes, et les neurosciences nous permettent de mieux comprendre et de faire comprendre le fonctionnement. Mais c'est pour ça que je dis c'est du bon sens. Merci. Une question par là, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. On va peut-être prendre 2 questions. Oui, je vous remercie de me donner la parole. J'avais envie de vous poser la question de la globalité, parce qu'en fait, il y a beaucoup de notions très intéressantes qui se recoupent, qui vont de la santé à l'innovation, en passant éventuellement par l'entrepreneuriat. Il y a eu tout à l'heure une remarque intéressante, cette notion d'environnement émotionnel, qui est un oxymore en soi, et qui nous appelle à une question d'espace. Je n'ai pas assez peu entendu de cette notion d'espace, tant celui extérieur que celui intérieur. Comment relier les deux, que nos neurosciences nous aident à comprendre, certes, mais peut-être beaucoup plus à percevoir, dans les questions de bien-être, de bonheur, enfin toutes ces questions de plaisir et autres évoquées, on est bien précisément dans la question de la perception. Comment les managers, comment les entreprises s'approprient ces questions de perception quand en fait il est question de métacognition, comment passer à un niveau qui engloberait tous les éléments que vous avez évoqués aujourd'hui. Et quand en entrepreneuriat on entend entre et prendre, il y a encore un espace. Donc voilà la question que je pose aujourd'hui. Merci. On va prendre une autre question en même temps, si vous voulez. Bonjour, Guillaume Bousson. Je trouve qu'on a abordé un peu le sujet au départ, quand on a abordé la vision du Québec ou des États-Unis. Vous avez eu un discours assez centré sur les concepts, et je trouve un peu théorique. Et peut-être que Mathieu est rentré un petit peu dans ce que je veux dire.
c'est il faut être plus expérientiel. Et aux États-Unis, il y aurait le même type de table ronde. Vous parleriez plus de votre expérience qui vous a bougé. C'est quoi les expériences marquantes qui font que ça vous rend vivant, pour reprendre les termes de Jean-Christophe. Voilà, donc. Et c'est vrai que c'est sans doute ça, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Dans notre éducation, on apprend à théoriser les choses et moins à transmettre le goût de l'expérience. Donc je voulais un peu avoir votre retour là-dessus. Donc voilà, donc qui veut prendre ces points sur donc la globalité de l'être, espace intérieur-extérieur, comment ça s'intègre dans la démarche de bonheur au travail, ou l'autre sur la théorisation et passer à l'action dans l'expérience concrète. Alors, je vais peut-être répondre plus facilement pour ma part à la deuxième question, et je m'excuse pour la première. Je pourrais y revenir éventuellement après. Je crois qu'on va pas avoir assez le temps pour pouvoir rentrer dans ce type d'explication. Moi, ce que je vous propose, c'est de rester à disposition si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur ce thème-là. Et je vous rejoins. Moi, ma transformation dans l'organisation telle qu'elle est a eu un réel impact avec des éléments concrets sur ce qui se passe au quotidien pour moi aujourd'hui. Même dans mon changement, en fait, j'ai écrit 2 parcours de vie dans cette entreprise. Et je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui, sur le lâcher prise, moi, j'ai eu des déclics dans ma vie, là, sur ces 6 dernières années qui ont bouleversé ma vie et qui ont vraiment changé de façon très positive mon quotidien et ce que je renvoie aux autres. Et là, la question, il ne faudrait pas la poser à moi, il faudrait la poser à mon épouse, il faudrait la poser à mes enfants, il faudrait la poser aux équipes qui sont chez nous. Voilà. Je pense que je dis souvent, c'est très difficile d'expliquer le goût des fraises. Donc, dans tout ce qu'on vient de dire, je pense on a les fondamentaux aujourd'hui de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il faudrait faire. Mais si on veut vraiment ressentir la façon dont c'est perçu par les collaborateurs, c'est de le mettre en œuvre. C'est de le mettre en œuvre, procéder par essai-erreur. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue dans tout ça. Il n'y a pas de one best way, parce que si on le savait, je peux dire on serait milliardaire. Il n'y a pas de principe. Enfin, il y en a des principes, mais après, chaque entreprise a sa propre culture, sa propre histoire. Et puis dans les grandes entreprises comme la mienne, il y a tellement de différences d'une unité opérationnelle à l'autre, d'un pays à l'autre. Vous vous rendez compte, on est dans 100 pays, avec des managers de tous les âges. On ne bouge pas un corps social comme ça, comme Bouygues, d'un coup de baguette magique, ça se fait par petits pas. Mais moi, je crois beaucoup à la culture de la comparaison, au-delà de la mesure. Et puis, cette histoire de sens dont on vient de parler, c'est vraiment essentiel. On est vraiment on a une génération, en fait, pour changer le monde. Donc, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Une génération, vous vous rendez compte, ça va passer une vitesse folle. Et je pense que tout est à inventer, parce que le système qui nous a conduits là, c'est un système qui a profité à un tiers de l'humanité pour le confort matériel, mais il y en a quand même 2 tiers qui ont été exclus de ça. Et donc, comment on va rester en paix dans un monde où on va devoir diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on sait très bien que c'est l'énergie qui a fait que l'énergie facile, et toi tu connais bien ce problème, qui a fait ce qu'on est devenu. Donc les challenges sont énormes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on raccourcisse les circuits de décision, qu'on redonne vraiment la puissance créatrice à nos collaborateurs qui ont des idées. Mais ces collaborateurs, il faut les coacher pour qu'ils apprennent à travailler ensemble. Car c'est ensemble qu'on y arrivera. Je vais avoir une réponse très rapide. J'ai eu une expérience avec Thierry Oriès, qui est l'ancien PDG de Christofle, qui est les arts de la table. Et donc, on travaillait sur sa vision et sur sa contribution sociale ou sociétale. Il faut savoir que Christofle était une entreprise familiale avec des ouvriers de très très haut niveau, et ça a été racheté par un fonds de pension américain. Bon.
Et donc, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Et avec Thierry Oriès, pour répondre à ta question, à un moment donné, au bout de 2 ou 3 heures, je lui dis, mais à quoi vous contribuez, Thierry, avec vos ouvriers et avec les beaux métiers que vous avez? Et il n'arrivait pas, parce qu'il était plongé dans ses chiffres. Il crachait des fichiers Excel outre-Atlantique. Et à un moment donné, au bout de 2 ou 3 heures, et je vous assure que c'est bien ça, il dit, mais Jean-Christophe, on est un acteur et un facilitateur de lien social. Et c'est sorti comme ça. Je dis, mais pourquoi ça? Parce que quand on offre une timbale au baptême, elle se transmet de génération en génération. Donc on contribue au lien social. Ça, c'est une belle expérience, parce qu'il m'a dit, et il m'a remercié, en disant, Jean-Christophe, je te remercie de m'être sorti de l'aspect gestionnaire, et j'avais envie de mettre du vivant dans notre entreprise. Voilà, c'est pour répondre à un texte. C'est peut-être aussi une réponse à la première question sur l'aspect holistique qui dépasse simplement chaque action individuelle. Je crois qu'on a un petit signal qui nous dit qu'on a épuisé notre temps. Donc, si vous voulez bien, merci des questions et de votre attention que vous avez eue et merci aux orateurs d'avoir exprimé leurs expériences. Et bonne conférence Revolution at Work pour ceux qui continuent leur expérience.